Bonjour à tous, bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité ce matin est Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et candidat pour les régionales 2015 en Ile-de-France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Avec moi sur le plateau pour co-présenter l'émission, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour. Et Mathieu Bruckmüller, journaliste de 20 minutes. Bonjour Mathieu. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission, vous avez une trentaine de minutes pour réagir, commenter l'émission, poser votre question. Je me ferai un plaisir de la retransmettre à notre invité. Nicolas Dupont-Aignan, les régionales approchent, vous êtes crédité dans les intentions de vote, dans les sondages, de 8% des voix. Vous pourriez être la grande surprise, la sensation de ce scrutin. Vous pourriez être qualifié pour le second tour si vous franchissez la barre des 10%. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous vous maintenez au second tour? Écoutez, on a la chance dans cette élection d'avoir un scrutin proportionnel. C'est rare dans notre pays. Ça veut dire quoi un scrutin proportionnel? Ça veut dire que quand vous votez pour quelqu'un, pour une liste, pour un projet, vous pouvez avoir des élus. Donc moi je ne fais pas de la politique pour faire de la cuisine électorale, je fais de la politique pour défendre une certaine idée de mon pays et pour renouveler le personnel politique qui a échoué. Donc, je fais tout, pour notamment en Ile-de-France, mais aussi dans les autres régions de France, pour que nous puissions avoir des élus, c'est-à-dire des groupes indépendants, 100% indépendants, qui à la région vont être les aiguillons d'un vrai changement. Changement des mœurs politiques, changement des projets, moins de dépenses. L'organisation du scrutin joue sur la façon dont on pèse dans l'élection. Si vous voulez avoir des élus, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il va falloir faire des alliances au second tour, fusionner des listes qui font moins de 10%? Non, puisque pour avoir des élus, il faut avoir plus de 10%. Et moi, je dis très clairement à ceux qui nous écoutent, est-ce que vous voulez continuer avec toujours les mêmes dans notre pays? Est-ce que vous voulez passer au Front National ou est-ce que vous voulez un changement, j'allais dire, serein, crédible, sérieux? Moi, je propose ce vrai changement. Et si les électeurs se mobilisent, ils sont sûrs, avec moi, d'avoir des gens indépendants au Conseil régional. En dessous de 10%. Mais nous serons au-dessus, je peux vous l'assurer, et notamment en Ile-de-France. Et ça va changer, parce que la tambouille de M. Bartolone ou Mme Pécresse, il y en a assez. Donc moi, je ne veux pas, pour qu'on soit clair, oui. je ne veux pas que l'Île-de-France soit kidnappée par les grands partis. C'est très simple. Avec Bartolone, c'est Hollande qui prend l'Île-de-France. Et moi, je pense qu'il faut en finir. Mais si c'est pour redonner l'Île-de-France à Nicolas Sarkozy, dont les Français ne veulent plus, à travers Mme Pécresse, qui n'est que son porte-parole, ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas bon pour l'Île-de-France. Donc, j'offre enfin, et c'est la première fois, l'occasion de sortir de ce piège monstrueux, qui est le piège entre soit ceux qui ont échoué, soit le Front National. Pour une fois où il y a des gens compétents, des maires de terrain, des personnalités indépendantes, qui sont là et qui offrent une alternative crédible, eh bien, c'est une chance que j'offre. Maintenant, c'est aux électeurs de choisir. Vous avez conscience que si vous maintenez au second tour, vous pourriez probablement faire perdre Mais la pas droite. du tout. Ça, c'est ce que va raconter Mme Pécresse pour obliger les gens à voter pour eux. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans une réunion publique hier et j'ai trouvé une image. Vous allez dans un restaurant, ils vous empoisonnent. Une fois, deux fois, intoxication alimentaire. Est-ce que vous retournez dans ce restaurant? Non. Eh bien, je dis aux Français, ça fait 20 ans qu'on vous empoisonne, que les dirigeants politiques des deux partis vous empoisonnent et vous continuez à aller voter pour eux. Alors, pourquoi ils vont voter pour eux encore? Parce qu'il y a le Front National, ils se disent, mais là, enfin, en Ile-de-France et ailleurs, on a des listes partout de gens raisonnables qui vont faire du changement. Eh bien, c'est une occasion extraordinaire que j'offre. Maintenant, c'est aux électeurs de trancher. Mais je voudrais que les médias, et je vous remercie de m'inviter, ne jouent pas le second tour avant le premier. C'est un scrutin proportionnel et c'est un scrutin à 2 tours. Donc, au premier tour, faites valoir vos convictions. Justement, les Français sont peu intéressés par les régionales. Les candidats sont-ils à la hauteur, notamment en Ile-de-France, selon vous? Oh, je n'ai pas à juger les personnes. Je vais vous dire. La campagne perdue. C'est pas. Le problème, c'est que vous avez 2 candidats, Bartolone et Pécresse, qui font campagne dans les tribunaux et qui s'accusent des pires horreurs mutuellement, mais qui ont le même projet politique. Le Grand Paris Express, qui est une folie financière et en plus pas utile. Donc, eux, ils ont le même programme. Et puis, vous avez un conseiller régional de Picardie qui a été remarqué pour son absentéisme. Le Front National a été condamné, M. Saint-Just, en Picardie, parce qu'il n'était pas assez présent, qui est toujours conseiller régional de Picardie et qui vient se présenter en Ile-de-France pour défendre le Front National. Voilà. Moi, je pense que c'est une
catastrophe pour l'Île-de-France parce que ces 3 personnalités dont on parle beaucoup ont un mauvais projet pour l'Île-de-France. Il y en a un qui n'en a pas, il ne connaît pas la région, et les 2 autres, ils ont le même mauvais projet. Moi, j'offre un projet radicalement différent et je souhaite qu'il y ait un débat sur le fond. Alors justement, c'est sur le fond des problèmes. Parce que c'est ça l'enjeu. Comment on va circuler? Quel sera le degré de sécurité? Comment on va créer de l'emploi dans cette région? Comment on va faire qu'elle est agréable à vivre alors que c'est la plus riche de France? Et c'est celle dont les gens partent. On va parler un peu de fond, peut-être s'interroger. Nicolas Dupont-Aignan, on va en profiter. Vous avez parlé déjà un peu de sécurité, de transport. Nous, on va un peu consacrer du temps à votre programme économique, notamment l'Île-de-France. Quelles sont vos principales propositions pour l'Île-de-France? Alors ma première proposition, c'est qu'il faut arrêter de promettre n'importe quoi aux entreprises. Je vois mes adversaires qui promettent tout. Il faut arrêter de saupoudrer des aides. D'abord, le rôle de la région, c'est de régler les problèmes de la région fondamentaux, c'est-à-dire que les entreprises ne réussiront pas en Île-de-France si on a le record du monde de pollution, d'embouteillage et l'engorgement de l'Île-de-France. Donc premier point, moi j'aimerais, c'est paradoxal, que la région Île-de-France arrête de pomper toutes les richesses du pays, arrête l'engorgement. Je préfère 12 millions d'habitants heureux que 14 millions malheureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une vraie politique d'aménagement du territoire en France. Comment on fait Il faut on travaille avec les régions baisser la suivantes. population d'Île-de-France. Bien sûr que non, il ne s'agit pas de mettre des mesures autoritaires, il s'agit d'avoir une concertation avec les autres régions pour éviter de concentrer tout en Île-de-France et de faire en sorte que les gens vivent mal en Île-de-France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et il y a des mesures, je vais en parler. Deuxième point fondamental, c'est de mieux répartir les emplois en Île-de-France. Si on continue à tout concentrer dans les Hauts-de-Seine et en plaine Saint-Denis, on dépensera toujours plus de milliards pour les transports, mais on n'y arrivera pas. Donc il faut développer des pôles. C'est vital. Et je suis l'un des seuls à avoir cette idée de mieux répartir les emplois. Comment? D'abord, le haut débit Internet. Je suis la première ville de France, qui n'est pas Paris ou une grande métropole. Hier, dans ma ville, je suis le maire. C'est ça peut-être qui change aussi, parce que je suis le seul maire tête de liste, où j'ai réussi à faire câbler la ville en très haut débit. Ça a révolutionné, alors on est sur Internet, révolutionné les habitudes de travail dans ma ville. Il y a beaucoup des habitants ailleurs dans ma ville qui aujourd'hui travaillent à domicile une journée par semaine. Leurs entreprises leur proposent. Donc moi je suis certain que plutôt que dépenser des dizaines de milliards dans le Grand Paris Express, il faut investir les 500 millions qui manquent sur le câblage très haut débit dans les 5 ans de tous les foyers, toutes les entreprises d'Île-de-France. Ça c'est fondamental. Les autres n'ont pas compris que c'est une révolution. Deuxième point, il faut absolument que les commandes publiques, les achats des collectivités locales, profitent aux entreprises franciliennes en priorité, c'est-à-dire aux entreprises locales et aux PME. Et j'ajoute un dernier point, je suis le seul aussi à dire très clairement qu'il n'y aura pas un centime des crédits de la région Île-de-France qui iront à des entreprises qui recrutent des travailleurs détachés. Parce que les travailleurs détachés, c'est le fléau du pays aujourd'hui, 500 000. Et c'est ce qui fait que, même s'il y a de la croissance, le chômage ne décroît pas vraiment. Mais comment définissez-vous une entreprise régionale? Une entreprise, elle peut être présente dans plusieurs endroits. Comment définissez-vous une entreprise qui n'emploie pas de travailleurs détachés? Elle peut très bien sous-traiter. D'ailleurs, ça se pratique tous les jours. Et vous cassez le marché dans ce cas-là? Mais bien sûr, il faut vérifier. Et je veux en faire d'ailleurs une affaire nationale, car je trouve scandaleux que des PME fassent faillite dans notre pays, alors que vous avez des entreprises qui ne payent pas les charges sociales en France. C'est ahurissant ce qui se passe. Et quand je vois qu'on rénove des hôpitaux, quand je vois qu'il y a des crédits de l'État qui servent à payer des entreprises qui ne cotisent pas à la sécurité sociale, qui ont une concurrence déloyale, je dis que le rôle d'une collectivité publique, c'est de faire attention à l'argent du contribuable. Dernier point sur les PME. Comment font les États-Unis? Vous savez que là-bas, il y a un Small Business Act qui fait qu'on favorise les PME. Si on ne comprend pas qu'en Île-de-France, comme dans toutes les régions de France, il faut irriguer. Je ne vous dis pas que ça sera à 100%, bien évidemment, mais tout ce qu'on peut produire local, il faut le faire. Dernier point, et j'ai un point fondamental aussi, c'est d'en finir avec le système de l'apprentissage comme aujourd'hui. Je veux que la région recrute les apprentis par un fonds régional et qu'elle les mette à disposition des artisans et des commerçants pour que les artisans et commerçants aient zéro paperasse en matière d'apprentissage, pour permettre à l'apprentissage de se développer. Et puis, il y a une dizaine d'autres mesures. Je pourrais citer aussi le guichet unique pour que toutes les PME, les TPE, il y a 1 million de créateurs d'entreprises, enfin de petites entreprises à un salarié, puissent avoir un guichet unique. Ce qui est fondamental en Île-de-France, il y a une richesse économique réelle. Simplement, il y a un maquis de règles. Le rôle de la région, ce n'est pas de donner de l'argent à des entreprises. C'est ce que font les socialistes actuellement. Ils donnent de l'argent
à la tête du client, on ne sait pas comment ça marche. Le rôle de la région, c'est de créer un environnement favorable. J'ajoute, dernier point, des espaces de coworking ou de travail partagé, je préfère en français, dans toutes les gares, des pépinières d'entreprise, j'en ai fait une dans mon agglomération, une par agglomération, parce que quand on crée une entreprise, il n'y a pas de locaux, ça coûte cher. C'est ce qui se fait en Allemagne. Donc, créer un environnement favorable. Voilà mon projet pour l'économie en Ile-de-France. On a quelques réactions à Dimitri qui nous dit comment mieux intégrer les jeunes sur le marché de l'emploi. Je ne trouve pas de contrat d'apprentissage. Oui. Les entreprises me disent qu'elles n'ont pas les moyens. Ce n'est peut-être pas qu'une question de simplification administrative. C'est quand même une question de simplification. D'abord, le gouvernement a réduit les aides à l'apprentissage et puis maintenant fait machine arrière. J'espère qu'il va revenir en arrière là-dessus. Mais deuxième point, c'est la prise de risque de l'apprentissage qui dissuade les artisans commerçants. J'en ai vu beaucoup. Comment la région peut-elle inciter? Eh bien justement, c'est que le commerçant et l'artisan ne s'occuperaient plus de rien. Il y aurait une association régionale qui recruterait, qui signerait le contrat avec l'apprenti. Et ensuite, cette association mettrait à disposition l'apprenti aux entreprises qui le souhaitent pour une période donnée. Si l'apprenti ne va pas, parce que c'est ça en fait l'inquiétude des patrons des artisans, eh bien la région reprend l'apprenti. C'est-à-dire qu'avec mon système, les entreprises d'Île-de-France n'auraient plus le stress de la gestion à la fois de la paperasse, mais pas seulement, mais le fait de garder un apprenti qui ne conviendrait pas. Et je peux vous assurer que cette méthode est une révolution pour l'apprentissage parce qu'elle ouvrirait quantité de portes. Je connais des boulangers, je connais des petites entreprises dans ma ville et ailleurs qui me disent, moi, si on me mettait à disposition un apprenti, que j'avais la capacité, si l'apprenti ne vient pas, si l'apprenti ne fait pas son boulot, de pouvoir m'en séparer, mais que cet apprenti ne soit pas laissé sur le carreau. Oui. Moi, je le récupère. Oui. C'est une révolution que je propose et je suis certain, il faudra le tester, bien sûr, mais je suis certain qu'on peut ainsi favoriser considérablement l'apprentissage dans notre pays. Est-ce que vous avez évalué le coût d'une gestion de l'apprentissage par la région? Ça coûtera de l'argent, mais je supprime les aides aux entreprises. Je supprime le saupoudrage. Actuellement, vous avez des aides de la région. On ne sait pas comment elles sont données. Pourquoi? Vous avez des entreprises qui touchent des aides pendant X mois. Souvent, d'ailleurs, j'ai vu un chef d'entreprise qui était très surpris et qui m'a dit « Bon, je l'ai pris, cette aide, je ne vais pas la cracher dessus. » Mais pourquoi? Et pourquoi moi et pas un autre? Donc je redéploie l'argent. Le rôle d'une région, ce n'est pas de donner de l'aide financière à une entreprise, sous des prétextes divers, écologie, haute technologie, on ne sait pas à quoi ça sert, et pour qui et comment. Le rôle de la région, c'est de créer l'environnement favorable aux entreprises. S'il y a une pépinière d'entreprise par agglomération, s'il y a zéro paperasse en matière d'apprentissage, s'il y a le haut débit partout, je peux vous dire que les entreprises... Et, j'oubliais un point fondamental, zéro augmentation de fiscalité, parce que je réoriente le projet du Grand Paris. Ça veut dire que je ne le supprime pas entièrement, mais je le réduis. Parce qu'aujourd'hui, Mme Pécresse et M. Bartolone défendent le très Grand Paris. Ça a déjà augmenté la fiscalité, et comme il n'est pas financé, on sait qu'il va payer à la fin. Donc moi, je veux un Grand Paris qui soit réorienté, recalibré. On prolonge les lignes de métro, bien sûr. On fait EOL, on fait les aéroports, mais en revanche, la boucle circulaire, je la remplace par un tramway, je la remplace par une structure beaucoup plus légère, beaucoup moins coûteuse. Faire des économies. 10 fois moins coûteuse, et je redéploie cet argent sur les RER, sur la route, de manière à, désengorger l'Île-de-France maintenant et ne pas attendre 2030. On veut donc concrètement une dernière question sur l'emploi, une question d'internaute Yanis. Quelles mesures spécifiques pour l'emploi dans les quartiers populaires, M. Dupont-Aignan? Dans les quartiers populaires, il y a déjà une défiscalisation. Donc il faut arrêter de faire croire que, et dans les quartiers populaires, on a les exemples aujourd'hui, et il y a des emplois. Simplement, le problème, pourquoi les entreprises ne restent pas une fois qu'elles ont profité de la défiscalisation? C'est ça la vraie question. Et l'enjeu majeur, c'est de créer de l'emploi partout, pas seulement dans les quartiers populaires. Et pourquoi elles ne restent pas? Parce qu'il y a des problèmes de sécurité considérables. Il faut appeler un chat un chat. Et tant qu'on n'aura pas rétabli la sécurité pour tout le monde dans les quartiers populaires, parce qu'au nom de quoi, quand on vit dans un quartier populaire, on n'aurait pas le droit de rentrer seul le soir pour une jeune fille, on devrait se faire racketter, on devrait avoir peur de rentrer dans son immeuble. Donc moi, je veux tolérance zéro. Le jour où vous aurez tolérance zéro, dans les quartiers, tous les quartiers, ce que supportent les gens qui habitent dans les quartiers difficiles, et ce que ne supporteraient pas 10 minutes les habitants des beaux quartiers, je peux vous dire que ça changera la vie, et je connais de quoi je parle. J'ai dans ma circonscription, je lutte tous les jours
contre des petits délinquants, contre des petits voyous, des trafiquants de drogue, et l'État nous abandonne. Dans ce que vous dites, il y a beaucoup de choses qui dépendent d'une politique nationale. Est-ce Vous avez que, raison. est-ce que le patron d'une région, à supposer que vous le soyez un jour, peut tenir toutes ces promesses-là? Alors vous avez raison, c'est d'ailleurs pourquoi je promets moins, et pourquoi je le dis toujours dans notre projet politique, il y a des aspects qui dépendent de la région et on peut changer les choses. Je prends l'exemple de la vidéoprotection dans les lycées, ça dépend de la région. Je prends l'exemple des rames de RER qui devraient être à 100% vidéoprotégées, c'est la région. En revanche, et je le dis très sincèrement, vous ne pouvez pas séparer la région de l'État. Et il est évident qu'un président de région doit aussi se servir de son influence pour faire levier. C'est ce que je disais il y a un instant sur les travailleurs détachés. Moi, je ne supporte plus de voir l'argent du contribuable, c'est-à-dire l'argent des collectivités locales, tuer l'emploi de nos concitoyens et favoriser l'emploi des Roumains et Polonais dans notre pays. Je trouve ça injuste. Donc, il y a des mesures propres à la région que nous pouvons faire et il y a des mesures articulées. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Monsieur Bartolone, j'ai vu, lui, il a résolu l'équation financière du Grand Paris. Il dit l'État paiera 800 millions par an. C'est curieux, son gouvernement, il est dans un gouvernement socialiste qui ne met pas un centime, enfin qui met un peu d'argent mais pas 800 millions par an, pour être précis, dans le Grand Paris. Et il fait un programme en disant « Ah ben je ne sais pas comment financer ». Bon, Madame Pécresse, c'est beaucoup plus simple, elle promet tout et elle dit aux gens « Je vais baisser vos impôts ». C'est la démagogie puissance 15. Je propose un projet chiffré pour l'Île-de-France et pour toutes les régions, Normandie, l'Ouest, mais qui est moins coûteux que les autres. Donc je suis plus prudent. Nicolas Dupont-Aignan, on va passer à notre séquence pour ou contre. C'est une séquence où on vous soumet 4 propositions. Vous répondez rapidement si vous êtes pour, si vous êtes contre, et un mot d'explication. Première pour ou contre, Michel? Pour ou contre la diminution du nombre de fonctionnaires à la région? Stabilisation, peut-être légère diminution, mais quand Mme Pécresse dit 1 sur 2 qui n'est pas remplacé, je dis où elle va les prendre, surtout compte tenu des promesses. Donc moi je suis plus réaliste, je dis stabilisation, c'est-à-dire pas un fonctionnaire de plus, pas un impôt de plus. Et si on peut, redéploiement, parce que moi je ne sais pas comment on peut faire, comme elle le propose, mettre plus de gens dans les lycées pour la surveillance et moins de fonctionnaires. Je crois qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. En tout cas, justement la différence de ma liste, c'est que je suis maire d'une ville. Avec moi, il y a beaucoup de maires, j'allais dire petits maires, ce n'est pas péjoratif, mais qui sont dans des petites communes et ils savent qu'on ne peut pas promettre n'importe quoi. Donc, 0 augmentation, ça serait déjà merveilleux. Réduire les indemnités à avantage des conseillers régionaux. Oui, et j'ai proposé une mesure très simple que nous proposons dans toute la France, c'est que les conseillers régionaux seront payés à la présence réelle et au travail fait. Alors vous allez me dire, mais comment comment on le mesure? Actuellement, il y en a beaucoup au Conseil régional d'Île-de-France, pour ceux que je connais, qui viennent signer et qui s'en vont. Et beaucoup sur les listes de Mme Pécresse et de M. Bartolone d'ailleurs. Et on va publier, si je peux avoir j'aimerais bien avoir la présence des différents candidats, hein, notamment dans mon département de l'Essonne. Donc vous proposez qu'ils pointent? La moindre des choses, c'est qu'ils pointent à Quand l'entrée et à la sortie. Et puis au-delà de ça, les travaux. À l'Assemblée nationale, ce n'est pas parfait. Mais je prends un exemple, je suis à la Commission des affaires étrangères. Nous faisons un rapport par législature. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans sur les paradis fiscaux. On a fait un vrai travail. À la région, je n'ai pas vu qu'il y avait des conseillers régionaux qui faisaient des rapports, c'est-à-dire qui travaillaient sur un sujet. Ils travaillent mal en ce moment. Il y en a qui travaillent, attendez, attention. Ah oui. Ne jetons pas l'anathème sur tous, soyons très prudents. Il y en a beaucoup qui travaillent, mais il y en a qui font rien. Ça manque un peu d'encadrement. Voilà. Et je crois que les Français, que ce soit pour toutes les régions, aimeraient, quand je vois M. Saint-Just, qui a le record d'absentéisme en Picardie et qui vient donner des leçons en Île-de-France, je trouve ça gonflé. Pardonnez-moi, mais je trouve ça vraiment gonflé. Donc, il y a un moment, je demande sans excès, il ne s'agit pas, on le sait bien, c'est très difficile à apprécier, mais il y a un minimum de correction vis-à-vis du contribuable. Par ailleurs, je demande qu'on divise par 2 les vice-présidences. Il y a trop de vice-présidences avec les dépenses afférentes. Et je demande qu'on divise par 4 les frais de communication. Ça serait déjà pas mal. Pour ou contre suivant, il nous est suggéré par Yannick, faut-il instaurer une écotaxe régionale? Non, surtout pas. C'est ce que veut faire M. Bartolone. Et j'ai découvert que Mme Pécresse aussi, maintenant, voulait une taxe sur le transit. Alors là, vous allez me poser la question, comment elle fait?
Je pense qu'elle va mettre des douaniers à l'entrée de l'Île-de-France pour savoir si le camion il passe en transit ou pas. Mais Non, avec moins de fonctionnaires. Non mais attendez, moi je crains vraiment... tout à l'heure vous posiez la question pourquoi je suis candidat. Parce que je suis maire depuis 20 ans dans ma ville. Et je les ai vus passer tous, et ce sont des gens qui vivent hors sol. Oser proposer une taxe de transit est une aberration. En revanche, par exemple, je propose que les péages, alors vous allez dire c'est national, qui contournent l'Île-de-France, soient supprimés. Parce qu'aujourd'hui, les camions passent en transit. Pourquoi? Parce que c'est gratuit sur le périphérique, sur la 86, sur la francilienne, et c'est payant autour. Donc, tous les camions étrangers passent par le périphérique. C'est complètement délirant. Moi, je propose qu'on mette à égalité, c'est-à-dire qu'on supprime les péages sur les autoroutes qui bordent l'Île-de-France pour que les camions du Nord n'aient pas intérêt à passer par l'Île-de-France. Ça, c'est une mesure positive. Monsieur Bartolone, lui, il veut une taxe sur les poids lourds qui traversent. Mais ça, c'est du pipeau intégral. La taxe carbone, elle doit être aux frontières de l'Europe pour éviter d'aller polluer en Chine. Monsieur Bartolone propose autre chose. Est-ce que vous êtes pour ou contre une ceinture maraîchère en grande couronne pour développer le manger local? Totalement d'accord. Je suis même l'un des seuls maires qui achète les carottes et les pommes de terre de mes cantines à 3 km. J'ai mis beaucoup de temps à trouver un fournisseur pour qu'il y ait un circuit court. Donc je le fais. Simplement, M. Bartolone est comme beaucoup d'hommes politiques français, totalement incohérent puisqu'il développe en même temps une logique de bétonnage avec le schéma directeur de la région qui prévoit la construction de 70 000 logements par an. C'est délirant. Donc il faut absolument, si on veut préserver la couronne maraîchère, il faut le faire. Il faut ne pas viser 14 millions d'habitants. Il faut essayer d'apaiser un peu le rythme. Et il faut faire en sorte que l'ensemble des régions voisines, ça aurait dû être la logique du Grand Paris, parce que c'était intéressant à ce titre, les villes cathédrales, Le Havre, toutes les villes, Reims et tout, qu'il y ait une coordination entre la région Île-de-France et les régions qui bordent l'Île-de-France. Vous savez, les régionales, moi je suis un parti pas régionaliste, Debout la France. Pour moi, un patron de région, c'est pas un roitelet. C'est pas quelqu'un qui va devenir le propriétaire de la région. Un patron de région, il est chargé des compétences de la région et il est chargé de se coordonner avec l'État et les autres régions. C'est aussi une différence d'attitude. Je pense que c'est important. Régulièrement, on vous entend, vous voulez mettre fin aux raquettes fiscales des automobilistes. Ça veut dire quoi exactement? C'est supprimer des radars? Non, c'est dire qu'on n'est pas toujours usager de transport en commun ou automobiliste. Quand on écoute mes concurrents, on a l'impression qu'il y a d'un côté les bons, qui sont les usagers des transports en commun, et de l'autre les mauvais, les méchants, qui sont les automobilistes. En vérité, ça ne marche pas comme ça la vie. Je suis sûr que de temps en temps, vous prenez le métro, le RER, parfois votre voiture si vous en avez une voiture Autolib si vous aimez la prendre. Ça veut dire qu'on est usager de plusieurs transports. Et ce que je demande, c'est qu'on réconcilie la voiture et l'Île-de-France. Ça veut dire qu'on arrête de culpabiliser les automobilistes, qu'on relance des investissements routiers, ce qui avait bloqué les Verts, qu'on évite de créer des embouteillages la nuit à Paris avec des aménagements stupides, qu'on abolisse les péages autour de l'Île-de-France pour désengorger l'Île-de-France, qu'on rétablisse des agents de circulation pour éviter que des carrefours soient stupidement bouchés pendant des heures parce qu'il y a l'incivisme des gens, qu'on rende les parkings gratuits au bord des gares et près de Paris, parce qu'on peut très bien venir de ma ville en Essonne en voiture, parce qu'à minuit et demi, il n'y a plus de RER, et qu'une femme seule n'a pas trop envie de prendre le RER le soir pour l'instant, tant que je ne serai pas président de région, et je pense que ça aura du mal à s'améliorer d'un coup, et mettre sa voiture dans un parking aux portes de Paris, qui soit gratuit, prendre ensuite un métro. Bref, est-ce qu'un jour, on peut réfléchir en imaginant la vraie vie des gens? Enfin, dernier point, pourquoi Madame Hidalgo a multiplié par 3 les tarifs du stationnement résidentiel à Paris? J'ai vu récemment un type qui m'a arrêté dans la rue, qui m'a dit « Moi, je gagne le SMIC. J'ai une voiture parce que je travaille à Rungis. À 5 h du matin, j'en ai besoin pour mon boulot. Je fais comment ?» Est-ce que Madame Hidalgo, elle a pensé aux gens modestes qui vivent à Paris et qui ont une voiture? Ils ne sont pas tous des méchants. Donc, j'aimerais qu'on revienne aux tarifs d'avant à Paris. C'est curieux, il y a 10 ans, il n'y avait pas eu toutes ces dépenses d'aménagement, il y avait moins de pollution à Paris. Donc, est-ce qu'on ne peut pas raisonner un peu différemment? Ça ne veut pas dire, bien sûr, que je veux submerger Paris de voitures, ce serait absurde. Je veux simplement qu'on équilibre les choses. Il nous reste 5 grosses minutes avant de passer à un chapitre consacré à l'avenir de votre mouvement. On va revenir sur la sortie du Premier ministre hier dans les Yvelines.
Il a fait quelques annonces, et notamment annoncé que la police serait désormais équipée de caméras piétons. C'est une bonne idée selon vous? Quand l'État n'a plus confiance dans sa police, parce que c'est ça, moi je dis qu'il y a quelque chose qui tourne plus très rond. Voilà. Alors, pourquoi pas des caméras piétons? Ça va rassurer les policiers qui sont toujours mis en accusation de tout. Mais je pense que c'est de la démagogie. Je pense que c'est une fausse mesure et je pense que le Premier ministre ferait mieux de soutenir sa police et sa gendarmerie au lieu de toujours de la suspecter. Je trouve que c'est très moche. On va peut-être parler de l'après-régional un peu. Parlons d'après-régional. Parce qu'après les régionales, il y a une présidentielle. Alors vous allez me dire que je je grille les étapes, mais on ne peut pas ne pas se poser la question, est-ce qu'on peut imaginer une primaire et une présidentielle, mais la primaire sans la participation de Nicolas Dupont-Aignan, sans que vos idées soient représentées, sans que vous profitiez de cette tribune? Je ne suis pas là pour profiter d'une tribune. Ce n'est pas mon caractère, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai toujours dit que la primaire, c'était un dîner de cons. D'ailleurs, ils vont s'entretuer, comme des crocodiles dans un marigot, puant d'ailleurs. Si ça les amuse, c'est très bien. Ce n'est pas l'esprit des institutions du général de Gaulle. L'esprit des institutions, c'est 2 tours de scrutin. Il y a un premier tour où les Français ont le choix, départage, et tous les Français, pas les militants d'un parti, pas avec un scrutin privatisé, aux ordres de Nicolas Sarkozy. Je suis désolé, la primaire, c'est un piège. L'esprit des institutions, c'est pas ça. Ou alors on supprime les 2 tours de scrutin, on met comme aux États-Unis un seul tour, et avant, les partis politiques font des scrutins privatisés. Moi, je n'accepte pas ces magouilles, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas pris ma décision sur la présidentielle, très sincèrement. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais je n'aime pas cette façon de procéder, je crois. D'ailleurs, on a vu le résultat avec Hollande. Hein, ils n'ont pas choisi le meilleur, et en plus, on a vu le résultat, Montebourg a fait l'animateur, et après, il a été viré parce qu'il n'avait pas les bonnes idées. Vous dites que vous n'avez pas choisi, mais les régionales, c'est pour vous une occasion d'une implantation dans tout le pays, de la mise en place de militants, de structures. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que moi, je fais ça parce que je pense que mon pays est en danger. Soit on continue avec des gens irresponsables, mais vraiment, je les ai quittés parce que j'ai vu de près qu'ils ne défendaient pas le pays. Soit vous partez à donner la France à la famille Le Pen. Parce que c'est ça qu'on nous offre. Et Marine Le Pen était responsable aussi? Je n'ai pas dit la même chose. J'ai dit à l'aventure, parce qu'on ne sait pas, parce qu'elle n'a pas gouverné. Et il y a 22 millions de Français qui ne votent plus. Il y a 22 millions de Français qui ne votent plus. Pourquoi? Parce qu'ils refusent ce choix. Pourquoi choisir la famille Le Pen? Parce que d'autres ont échoué. Est-ce qu'on ne peut quand même pas choisir autre chose? Et je veux offrir aux Français, à travers un parti structuré, qui a été aux européennes, qui va au régional, une alternative sérieuse, réfléchie, de rassemblement. C'est beaucoup plus profond que ma bobine par rapport à la présidentielle. C'est quelque chose de très profond. Sinon, on va partir dans le décor. Moi, je vous le dis. Et d'ailleurs, je remarque, et je voudrais finir là-dessus, les 3/4 des Français, 3/4 dans les sondages, ne veulent ni de Sarkozy, ni de Hollande, ni de Marine Le Pen. Et on ne parle à la télévision et à la radio, et je ne vous en veux pas, que d'eux. Et pourquoi il y a l'abstention? Pourquoi il y a l'écœurement des Français? Parce qu'on leur présente un choix impossible. Soit ils sont maso à continuer avec les mêmes, soit ils donnent les clés à des gens dont l'arrière-boutique est quand même particulière. Je trouve que ce n'est pas un beau choix pour la France. Moi, je veux offrir un choix différent. Eh bien, il y a l'occasion au régional, et je dis à tous ceux qui m'écoutent, au régional, faites exister une voie différente, libre, avec un programme sérieux. Et puis on verra au lendemain des régionales où on en est et comment se passe la présidentielle. Mais je serais très inquiet de voir une répétition de 2012 en 2017, vu l'état du pays. Les Français, franchement, ne méritent pas ça. On ne mérite pas ça. Et voilà pourquoi je me bats avec tous mes amis. Et je ne suis pas tout seul. Dernière question. Les gens qui viennent, qui disent qu'ils vont voter pour vous ou qui viennent dans vos meetings, ils viennent d'où? Eh bien, c'est très curieux parce qu'il y en a qui viennent du courant traditionnel gaulliste, RPR ancien, Chevènement, Pasqua, Séguin, Villiers. Mais il y en a de plus en plus qui viennent d'ailleurs, souvent de gauche, souvent du centre, souvent parfois des gens du Front National qui ont été écœurés et qui reviennent après y avoir été goûté la température. En un mot, des Français
comme les autres, qui se disent tiens, enfin, il y a des gens de bon sens. Et il y a deux mots. Vous savez, à Paris, on a Stéphanie Gibault, qui est une lanceuse d'alerte, qui est ma tête de liste à Paris, qui est une femme courageuse, et qui disait, quand elle nous a rejoints, c'est son expression, elle a dit le bon sens au service du bien commun. Et j'ai trouvé cette expression très belle, le bon sens au service du bien commun. On a des gens de bonne volonté qui voudraient sortir la France de ce jeu politique vicié, où l'air est irrespirable. Mais c'est difficile, et pour ça, on a besoin du soutien populaire. On ne peut pas le faire tout seul. Ça dépend maintenant des Français. On a beaucoup de questions sur un rapprochement possible avec le Front National. Toujours les mêmes questions. Peut-on imaginer un rapprochement, nous dit-on, avec Marine Le Pen, si la coupure avec le lepénisme historique, le lepénisme traditionnel, est actée? Si je fais ça, et c'est du boulot, c'est parce que je crois à une vision patriotique, gaulliste, de rassemblement. Voilà, donc c'est pas pour m'allier avec X ou Y. J'ai jamais diabolisé le Front National, parce que c'est un parti comme un autre, mais maintenant, je veux offrir le choix. C'est simple. Donc c'est aux Français de choisir. C'est entendu. Merci Nicolas Dupont-Aignan, ce sera le mot de la fin, donc merci à tous. Merci chers internautes d'avoir suivi ce direct. Je vous dis à mardi prochain, même heure, même endroit comme d'habitude. D'ici là, restez connectés.